Alors maintenant, je vais vous raconter ce qu'on appelle la correspondance de Grothendieck. C'est-à-dire que ces dessins, comme on les a définis, donc c'est une donnée topologique et combinatoire, on peut compter des sommets, des arêtes, etc., sur une surface, uniquement topologique, sans aucune structure. Et on a parlé tout à l'heure de fonctions méromorphes sur des surfaces de Riemann. Donc, petite définition. Donc, je prends f, une fonction méromorphe sur une surface de Riemann. Okay. Si f est ramifié au-dessus donc au-dessus de seulement 3 points, mais je peux toujours me ramener à la situation où ces 3 points sont 0, 1 et l'infini. Ok. Alors la paire donc, constituée de la surface et la fonction est dite, est appelée plutôt, ce sera plus français, une paire de Belli. D'accord? Et donc je vais vous parler de faire le lien entre ces fonctions méromorphes qui ramifient au-dessus de 3 points et les dessins d'enfants. Très rapidement, je vais vous expliquer comment on construit des isomorphismes de ces paires de Belli et comment on construit des isomorphismes de dessins d'enfants. D'accord? Donc si j'ai ma surface S avec ma fonction méromorphe au-dessus de la sphère, d'accord? La sphère, je l'appelle tout le temps sigma. Si j'ai une deuxième surface de Riemann et une autre fonction méromorphe au-dessus de la sphère, qui sont toutes les deux ramifiées au-dessus de 0,1 et l'infini, donc si j'ai deux paires de Belli, alors un isomorphisme, ça va être une application, donc phi, un biholomorphisme, qui respecte les fibres des revêtements, c'est-à-dire qui fait commuter le diagramme, d'accord? Donc tel que f' rond phi égale f. Voilà, c'est ça un isomorphisme de paire de Belli, d'accord? Et qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme de dessin d'enfant? Donc c'est ce qu'on attend. En fait, si j'ai deux dessins, voilà, dessinés clairement, deux dessins particuliers, eh ben, ce sont les mêmes si, on voit bien, si on déplace un petit peu le dessin et que ça nous fait le même dessin. Donc, qu'est-ce qu'un isomorphisme de dessin? Donc, si x et x' sont deux dessins, voilà, donc dans x et x', j'inclus la donnée voilà, du graphe, de la coloration, etc. Donc, un isomorphisme, donc phi, une application de x dans x' est un isomorphisme, si c'est un homéomorphisme qui induit des homéomorphismes sur les arêtes et les sommets. Donc c'est juste pour dire... ah pardon, je ne vais pas m'y faire. Donc qui envoie les arêtes sur les arêtes, les sommets sur les sommets, et qui soit un homéomorphisme pour le graphe, quoi. Voilà. Alors, une classe d'isomorphisme de dessin d'enfant, on va appeler ça un dessin abstrait, voilà, puisqu'il n'est pas assujetti à une représentation particulière. Et on va voir que les dessins abstraits sont en bijection avec les classes d'isomorphisme de paires de Belli. C'est ce qu'on appelle la correspondance de Grothendieck. Voilà. Qui nous dit juste les dessins abstraits sont en bijection avec les
classe d'isomorphisme de paire de Bélier. Voilà pour la correspondance de Grothendieck. Un des deux sens de la correspondance de Grothendieck. Comment on retrouve un dessin à partir d'une paire de Bieli? Donc, je rappelle une paire de Bieli, qu'est-ce que c'est? J'ai ma surface de Riemann, une fonction méromorphe, donc la valeur dans la sphère, qui ramifie au-dessus de 3 points, qui ramifie au-dessus de 0, de 1 et de l'infini. Donc l'infini, il est derrière là, ok. Ok, je dessine mon équateur. Et alors, comment on retrouve un dessin à partir de ça? Et bien tout simplement, on prend le segment 0,1 et on le tire en arrière. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui est, tous les antécédents de points au-dessus de 0,1. Ça va nous donner un graphe. D'accord? Les sommets, je les dessine en blanc s'ils sont au-dessus de 1, en noir s'ils sont au-dessus de 0. Donc, étant donné que le segment relie 0 et 1, quand on le tire en arrière, chacune des arêtes qu'on va obtenir va relier un point au-dessus de 0 à un point au-dessus de 1, c'est-à-dire un point blanc à un point noir. D'accord? Donc on a bien la structure bipartite de notre graphe. Et enfin, ce qui nous reste, donc les faces qui nous restent de notre dessin, bon là c'est pas vraiment un dessin, mais je ne vais pas m'embêter. Les faces qui nous restent de notre dessin, c'est le tirer en arrière de la sphère privée de ça, et c'est bien un disque. Et bon, c'est pas totalement démonstration, il y a peut-être 2-3 trucs à dire en plus, mais on est assuré que les faces qu'on va obtenir sont des disques et qu'on a bien un dessin d'enfant. Voilà. Et donc, une des forces de ce théorème, c'est aussi de voir que, donc du coup, la donnée simplement topologique du graphe dessiné sur la surface, eh ben, il va fixer la structure de surface de Riemann sur notre surface. C'est-à-dire que si on veut voir notre surface en oubliant sa structure de surface de Riemann, et ben ensuite, il n'existe qu'une seule structure complexe, structure de surface de Riemann sur cette surface topologique, qui rende cette application holomorphe, analytique. Du coup, voilà, donc c'est ça la correspondance de Grothendieck. Et c'est ça qui va être utile parce que on va définir une action sur les surfaces de Riemann, parce que les surfaces de Riemann, il y a énormément de structures. Donc, on va pouvoir définir une action avec différents points de vue. Et cette action, elle va s'écrire en des termes combinatoires parce qu'elle va juste permuter des surfaces topologiques avec des graphes dessinés dessus. Quelques exemples de dessins avec leurs équations en tant que voilà, surface de Riemann et application méromorphe. Donc, pour des soucis de simplicité, on va avoir que des dessins qui sont faits sur la sphère, d'accord? Donc, pour commencer, bon, le dessin le plus simple, donc voilà. Donc, ma surface de Riemann, c'est la sphère. Donc, je vais avoir des applications méromorphes qui vont, donc, du coup, des applications holomorphes de la sphère dans la sphère, d'accord? Mon application, la première, je peux prendre l'identité, d'accord? Quel dessin ça va me faire? Ben, j'ai ma sphère, ça va juste me faire le dessin le plus simple possible, c'est 0, c'est le point au-dessus de 0, 1, c'est le point au-dessus de 1, et 0, 1, c'est le segment au-dessus de 0,1, voilà le dessin le plus simple. Okay. Un deuxième, donc on se souvient que ça correspond à des applications qui ramifient au-dessus de 0, 1 et l'infini, d'accord? Quelle était l'application ramifiante, la première qu'on a vue? Bon, bah, c'est la puissance n. Z associe Zn. Voilà. Ça ramifie en 0. Donc, les points au-dessus de 0, eh ben, il n'y a que 0. D'accord? Et les points au-dessus de 1, bon, bah, c'est les racines anièmes de l'unité. D'accord? Et le segment 0,1, eh ben, il va juste être divisé en 5, en n parties. Et donc voilà, on obtient un dessin qui ressemble à une étoile, on appelle ça l'étoile. Voilà. Un dessin un peu sympathique que j'aime bien. Donc là, ces dessins, ils ont la particularité d'être simplement connexes. D'accord? On peut les rétracter en un seul point. Okay? Et on appelle ça des arbres. Dans la terminologie des dessins d'enfants, ça s'appelle des arbres. Maintenant, je vais faire un dessin qui n'est pas un arbre.
Et on va remarquer un petit truc là, c'est que, donc, je vais le dessiner, ZD plus Z puissance moins D. Donc là, j'ai une fraction rationnelle, d'accord, c'est pas un polynôme. Moins 2 sur 4. Donc ça, c'est juste pour des soucis de normalisation, d'accord? C'est juste pour que les points qui ramifient soient au-dessus de 0, 1 et l'infini, et nulle part ailleurs. Et alors, ce que je vais obtenir, c'est... donc, si je veux savoir où ça ramifie, je dérive ma fonction. Je me rends compte que la dérivée s'annule seulement en les racines 2 dixièmes de l'unité. Les racines dixièmes de l'unité sont des points au-dessus de... Donc, si une racine dixième de l'unité, ça va faire 1 plus 1 moins 2, ça va faire 0. Donc, c'est des points au-dessus de 0. Donc, j'ai des points au-dessus de 0, voilà. Et les racines qui sont des racines 2 dixièmes de l'unité, mais qui ne sont pas des racines dixièmes de l'unité, donc les racines dixièmes de moins 1, et ben ça va être des points au-dessus de 1. Ça va faire moins 1 plus moins 1 moins 2, donc moins 4 sur 4, ça va faire moins 1. Donc, hop, je mets un moins ici et c'est bon. Voilà. Et ça nous donne le 2D-gone, le polygone à 2D côtés. Voilà. Et alors, le truc qu'on remarque, c'est que j'ai pu l'écrire avec une fraction rationnelle. Et que ceux qui sont des arbres, j'ai pu les écrire avec des polynômes. Et ça, c'est vrai. Si mon dessin est un arbre, c'est-à-dire qu'il est simplement connexe et donc sur la sphère, alors nécessairement, je vais pouvoir trouver un polynôme pour le représenter. Et inversement, donc une fraction rationnelle représentera quelque chose qui n'est pas un arbre. Et si ce n'est pas un arbre, c'est-à-dire s'il y a plusieurs faces, voilà, eh ben, je ne peux pas trouver de polynôme pour le représenter, c'est forcément une fraction rationnelle. Alors là, mes exemples, ce sont des dessins particuliers. Ce ne sont pas des dessins abstraits. Les dessins abstraits, c'est des classes d'isomorphisme de dessin. Et là, j'ai un dessin particulier qui vient avec son équation particulière. Mais bien sûr, je pourrais regarder, je ne sais pas moi, eh ben, l'application qui a Z associe 2 moins Z puissance n. D'accord ? J'ai juste déplacé mon étoile, mais c'est la même application au final. C'est le même dessin sur la sphère si on veut. Donc ces deux applications vont représenter un dessin différent, parce que le dessin sera déplacé, mais le même dessin abstrait, parce qu'ils sont isomorphes. Maintenant, on va revenir sur les surfaces de Riemann. Et je vais pouvoir vous expliquer donc pourquoi on étudie ces dessins. Alors, il s'avère qu'une surface de Riemann compacte, on va toujours pouvoir la représenter avec un polynôme à 2 variables à coefficient complexe. Elle va s'identifier au zéro de ce polynôme, d'accord ? C'est la manière plutôt algébrique de voir les surfaces de Riemann. Et donc, on peut s'intéresser au coefficient de ce polynôme. Si les coefficients de son polynôme sont entiers ou rationnels, bon, ben, elle aura des propriétés différentes. Et je vais pouvoir construire des objets dessus qui sont différents que si les coefficients sont transcendants. Et alors, donc j'en reviens tout de suite au fait. Le théorème le plus important, le théorème de Bieli, qui dit que ma surface de Riemann, elle admet un dessin d'enfant si et seulement si S est défini sur Q bar. Donc c'est-à-dire que S admet une fonction méromorphe qui ramifie au-dessus de 0,1 et l'infini si et seulement si elle est définie sur Q bar, c'est-à-dire si et seulement si je peux la représenter par un polynôme à 2 variables à coefficient dans Q bar, un coefficient algébrique. D'accord ? Ça, c'est vraiment le résultat qui est à la base de la théorie des dessins d'enfants, parce que à partir de là, on va pouvoir construire une action du groupe de Galois de Q bar sur Q, et c'est vraiment le centre, c'est le but de la théorie, c'est d'étudier le groupe de Galois de Q bar sur Q. Un petit détail que je peux rajouter, c'est quand S, je la vois comme associée à ce polynôme, c'est-à-dire que je la vois comme les zéros de ce polynôme, si vous voulez, dans C2, donne une surface dans C2. Et
les fonctions méromorphes sur ma surface, ça va être des fonctions rationnelles des coordonnées, si vous voulez. Il y a deux coordonnées sur ma surface, et les fonctions méromorphes sur la surface, ça va être des fonctions rationnelles des coordonnées. Donc, je vais les écrire avec des équations polynomiales. Fonction rationnelle, c'est un quotient de polynôme. Et on voit dans la preuve du théorème de Bieli que si j'ai une surface de Riemann qui est définie sur Q bar, donc elle admet un dessin d'enfant, alors elle admet même plusieurs, et quand j'ai un dessin d'enfant, c'est une fonction méromorphe qui est ramifiée au-dessus de 3 points. Cette fonction méromorphe, je peux l'écrire avec des polynômes, d'accord, comme fonction rationnelle des coefficients de ma surface. Et ces polynômes, je peux aussi les écrire à coefficients dans Q bar. Voilà. Donc, S, elle est définie sur Q bar, et l'application méromorphe qui est définie dessus, c'est une fonction rationnelle, elle est elle aussi définie sur Q bar. Et donc, voilà, on arrive au centre de la théorie là, c'est qu'on définit une action du groupe de Galois de Q bar sur Q sur les dessins. D'accord ? Et voilà, cette action elle est invariante si les dessins sont isomorphes, donc c'est une action qui est sur les dessins abstraits. D'accord ? Et cette action, on la construit tout simplement en faisant agir sur les coefficients. Si une surface elle admet un dessin, alors je peux trouver des équations dans Q bar pour la surface et pour l'application, donc pour représenter le dessin. Je fais agir le Galois de Q bar sur Q sur les coefficients. Donc les coefficients du polynôme qui définissent ma surface, ça va me donner d'autres coefficients qui sont toujours algébriques, donc j'ai une autre surface de Riemann. J'agis sur les coefficients de ma fonction rationnelle, ça me donne une autre fonction rationnelle, et le fait de ramifier au-dessus de 0,1 et l'infini, ramifier ça veut juste dire annuler la dérivée, d'accord ? Et bien, annuler la dérivée un certain nombre de fois, je peux l'écrire en termes polynomial, c'est annuler les polynômes et leurs dérivées, et ça va être invariant par le groupe de Galois de Q bar sur Q. Et donc, j'obtiens bien avec cette action un autre dessin, j'ai bien une action sur les dessins. Particularité de cette action. Donc, cette action est fidèle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire qu'elle agit sans noyau. Si j'ai un élément du groupe de Galois de Q bar sur Q, j'ai forcément un dessin d'enfant, un dessin abstrait, qui va être envoyé sur un dessin abstrait différent. Voilà. Il n'y en a aucun qui agit trivialement. À part le neutre bien sûr. Et donc ça c'est très important parce qu'alors on va essayer de comprendre cette action en des termes par exemple combinatoires. On va trouver des invariants, le nombre de sommets, le nombre de sommets blancs, le nombre de sommets noirs, le nombre d'arêtes, ce qu'on appelle la valence, c'est-à-dire on regarde à chaque sommet le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet et on fait une liste du coup d'entiers. Voilà, tout ça c'est des invariants de l'action. On n'a pas encore trouvé une famille d'invariants totale, ce serait génial, je ne sais pas si ça peut exister. Et c'est ça le but de la théorie des dessins d'enfants, c'est mieux comprendre le groupe de Galois de Q bar sur Q à travers cette action. On parlait du genre. Voilà. Alors, donc on peut parler de quelques invariants. Le genre est un invariant de cette action, d'accord ? Donc le genre, c'est le nombre de trous de ma surface. Le genre, ok. Il s'avère que, fait aussi très important, cette action, elle est toujours fidèle sur des sous-ensembles des dessins. Par exemple, elle est toujours fidèle sur les dessins d'un genre G pour G, un nombre entier particulier. Voilà les nombres de sommets blanc, noir. On peut coter les sommets blancs, les sommets noirs, les deux, blanc et noir. Donc j'en parlais juste avant, la valence. Donc la valence, c'est juste compter à chaque sommet le nombre d'arêtes qui partent de ces sommets. Et on connaît d'autres invariants plus compliqués, mais voilà, pour vous donner l'idée de ce que peuvent être des invariants combinatoires de cette action, qui peut s'écrire en des termes analytiques. Voilà, à la base, c'est juste des surfaces de Riemann, des fonctions méromorphes, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que
un dessin d'enfant, c'est juste un graphe avec des règles particulières sur une surface. On fait agir ce groupe qu'on aimerait mieux comprendre dessus, ça m'en donne un autre, et on essaie de les comprendre en termes combinatoires, trouver des invariants.